Merci de nous rejoindre sur Africa 24 avec un taux de croissance qui devrait atteindre 5,7% d'ici à fin 2023. La Guinée entend mener des réformes pour structurer son développement économique. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Paula Prismou, ministre du Plan et de la Coopération internationale de la Guinée. Bienvenue sur ce plateau d'Africa 24. Merci, c'est moi qui suis honorée d'être sur ce plateau. La Guinée souhaite créer et abriter un institut international de développement de la coopération sud-sud et triangulaire. Pouvez-vous nous présenter ce projet et ce qu'il pourrait apporter à votre pays? Effectivement, la Guinée s'est lancée dans cette course à abriter un institut international. La Guinée, 8e pays indépendant du continent et 100e pays à rejoindre le système des Nations Unies. À date, elle n'abrite aucun institut international, alors que la Guinée s'est toujours positionnée pour accompagner les grandes réformes qui ont marqué notre histoire. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans une dynamique internationale où l'économie, notre système mondial peine à atteindre les objectifs de développement durable. Pour répondre à l'appel incessant du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, à ce que les pays se parlent et trouvent des solutions innovantes et communes, à ce que l'accélération de l'atteinte de ces ODD soit effective. Nous sommes à l'orée de 2030. Ces questions restent encore à aborder. Plusieurs des ODD peinent à atteindre leur vitesse de croisière. La Guinée se porte garante pour porter une des solutions, celle de rehausser nos capacités, celle de trouver des solutions innovantes à travers un institut qui aura non seulement pour mission de faire la recherche scientifique basée sur l'intelligence artificielle, qui aura également pour rôle et responsabilité de former des agents qui pourront nous servir dans une économie mondiale ouverte et tournée vers l'inclusivité des solutions. La Guinée est dans un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest et frontalière de plusieurs pays. Nous sommes entourés de 7 pays à peu près. Et aujourd'hui, force est de constater que nous pouvons réfléchir ensemble, nous pouvons trouver des mécanismes en faisant du renforcement du capital humain une des solutions, un des leviers pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Cet institut a fait l'objet de plaidoyer depuis Buenos Aires, où le groupe des 77 et de la Chine était réuni. Nous avons également fait le plaidoyer à Doha lors du 5e sommet des PMA, des pays les moins avancés, où l'Assemblée a soutenu l'initiative. Nous avons également fait le plaidoyer lors des rencontres des assemblées de la BID, des assemblées également de la BAD. Nous avons également fait des plaidoyers au niveau des assemblées du groupe de la Banque mondiale, du FMI, lors des assemblées du printemps, mais aujourd'hui, ce plaidoyer continue. Lors de la 78e session qui s'est tenue en septembre dernier, nous avons continué ce plaidoyer. Aujourd'hui, force est de constater qu'après la tenue de l'événement parallèle qui s'est fait à New York, en marge de la 78e session, nous avons eu encore plus d'adhésion à l'initiative et nous pouvons être fiers que la démarche continue et nous partons vers une officialisation avec le soutien des États membres à pouvoir en faire un projet réel en République de Guinée. Pour parler de l'Institut international, quelles sont les étapes jusqu'à là à la matérialisation de cette initiative? Déjà, les documents constitutifs ont déjà fait l'objet de préparation avec l'appui de la Banque islamique de développement et aussi du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons également déjà préparé un terrain en Guinée pour abriter l'Institut. Nous avons déjà préparé des plans pour
pour montrer de quoi aura l'air l'Institut, bien entendu avec la disponibilité et la disposition de recueillir aussi des commentaires des structures techniques relatives. Nous avons également déjà obtenu cette adhésion auprès des groupes des PMA et très bientôt aussi le soutien de nos partenaires financiers qui ont déjà fait l'objet d'une réalité. Nous avons également réuni tout le corps diplomatique en Guinée qui représente les États membres et qui ont exprimé leur adhésion à cette initiative. Donc là, la prochaine étape est d'avoir un mandat officiel du système des Nations Unies pour pouvoir lancer officiellement cet institut. Aujourd'hui, quelles sont les priorités du gouvernement et de votre ministère dans le domaine de la coopération régionale? Aujourd'hui, la Guinée fait de la coopération un axe majeur de son développement. Nous sommes conscients que nous sommes à une étape de notre développement où d'autres sont déjà passés par là. Nous voulons nous inspirer de ce que les autres ont fait, de mieux, éviter des erreurs pour ne pas tâtonner. Donc nous faisons de la coopération sud-sud vraiment, et triangulaire bien entendu, un axe majeur de notre plan de développement. Nous nous enrichissons aussi de l'expertise technique que nous apportent nos partenaires. Donc nous essayons non seulement de consolider les rapports bi- et multilatéraux qui existent déjà en Guinée, et nous recherchons aussi certains nouveaux horizons insoupçonnés souvent à travers ces rencontres internationales. Nous voyons des pays émergents qui autrefois n'avaient pas ce rapport direct avec la Guinée. En tant que ministre en charge des questions de coopération internationale, je m'intéresse beaucoup à ces pays qui ressortent d'un positionnement qui était moins intéressant vers des positionnements quand même beaucoup plus élogieux, et nous essayons de nous inspirer de leur parcours et de voir comment travailler efficacement ensemble. Vous avez participé en compagnie de 48 pays africains à la réunion ministérielle qui s'est tenue ce 12 octobre à Marrakech. Alors, quelle est votre appréciation de cette réunion qui est portée sur l'intégration africaine? Tout à fait. Déjà, l'idée est de féliciter Madame la ministre de l'économie et des finances du Maroc qui a été à la présidence de l'organisation de cette rencontre, qui a réuni quand même plusieurs pays africains que vous mentionnez. C'est que les consciences sont en train de s'éveiller vers une problématique de développement. Nous sommes certes dans une dynamique internationale où nous savons que nos économies respectives ont été impactées par différentes crises. Nous sommes sortis de la Covid-19, nous avons eu d'autres crises internationales qui ont impacté nos différentes économies. Mais l'Afrique est restée quand même un des continents où la croissance est de plus en plus surveillée, disons. L'Afrique est quand même un des continents aussi qui attire les regards sur ce qui est en train de se passer, la transformation qui est en train de s'opérer. Les jeunes qui s'émancipent et qui ont de plus en plus de très bonnes idées sur leurs conditions de vie. Et nous, en tant que pouvoir public, nous veillons à ce que nous mettions l'environnement propice à ce que cette croissance ou cette transformation se fasse de façon à impacter au mieux les conditions de vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, cette rencontre nous a permis aussi de discuter chacun, de part et d'autre, sur cette thématique d'accélérer le financement de la croissance. Quelles sont les voies et moyens? Quels sont nos défis respectifs en Afrique? Qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à aller vers des financements qui se veulent beaucoup plus proches de nos réalités, c'est-à-dire des financements qui puissent nous aider à atteindre nos objectifs de développement? Des questions ont été soulevées, des réponses collectives sont sorties de là. C'est pour dire que c'est une Afrique solidaire, le panafricanisme qui continue aussi. Nous nous rendons compte que nous pouvons nous en sortir, mais dans l'effort collectif. Nous allons avoir, avec l'ère de la ZLECAf, les frontières qui vont quand même sauter sur le plan économique.
il s'agira de réfléchir ensemble comment accélérer notre développement. Nous ne pouvons plus rester en silo pour dire, OK, nous allons faire ci, tel programme d'infrastructure sans penser à ce qui se passe autour de nous. Donc, ce signal fort qui a été donné lors de cette rencontre des 48 pays africains montre que le destin de l'Afrique est de plus en plus compris par les Africains. Et nous voulons que nos partenaires qui nous accompagnent et qui nous ont toujours accompagnés entendent nos voix, comprennent ce que nous attendons aussi d'eux, parce qu'il ne s'agit pas de rester en place et de se faire dicter ce qu'on peut nous apporter comme solution. C'est à nous aussi d'exprimer clairement nos attentes et d'exprimer les conditions dans lesquelles nous voulons évoluer et faire comprendre à nos partenaires extérieurs que nous voulons aller dans cette synergie-là. Le taux de croissance de la Guinée devrait se situer à 5,7% en 2023. Le dernier programme avec le Fonds monétaire international, la Guinée et le Fonds monétaire international, a pris fin en décembre 2020. Quel bilan faites-vous de ces principales réformes engagées par votre pays? Déjà, c'est que, depuis le changement opéré le 5 septembre 2021, nous constatons beaucoup d'amélioration sur l'économie guinéenne. Nous avons un taux d'inflation qui est passé du 2 chiffres à 1 chiffre, ce qui est salutaire et qui est resté stabilisé tout au long de ces 2 ans. Nous avons également, vous avez annoncé très bien, certes, une croissance annoncée pour 2023 à 5,7, mais cette croissance, selon le dernier cadrage macroéconomique, se situera autour de 6,7 à 7,1%. Et là, c'est pour dire que toutes les réformes engagées sont en train d'avoir un impact majeur. Le taux de change s'est stabilisé et s'est réduit, ce qui nous permet aussi d'avoir une sérénité au niveau des investissements. Et aujourd'hui aussi, différentes réformes ont eu des impacts. Ce qui a prévalu, le nouveau positionnement de la Guinée en sortant des pays à faible revenu vers les pays à revenu intermédiaire. Un changement majeur que, disons, les réformes ont pu, l'amélioration de la gouvernance a pu nous permettre d'atteindre. Nous avons également eu le dernier rapport CPIA de la Banque mondiale et de la BAD qui nous a permis de rehausser notre score de plus de 3,4%. Et sont toutes et aussi les nouvelles, la dernière évaluation des ports de la sous-région portait le port autonome de Conakry comme étant l'un des premiers de la sous-région. Et ce n'est pas tout. Au niveau de l'agriculture, nous voyons aussi un meilleur repositionnement. La Guinée est premier producteur de fonio et aujourd'hui deuxième producteur sous-régional de l'Ouest en matière de riz. Ça n'arrive pas au hasard, ce sont les réformes qu'engage un gouvernement, les autorités, qui nous permettent aujourd'hui de quand même nous gratifier, de dire du changement se sont opérés en Guinée et nous continuons dans cette cadence. Et au niveau de votre ministère, qu'est-ce qui a été fait pour soutenir cette croissance? Oui, c'est le ministère en charge de la planification, des questions. Nous nous occupons aussi du cadrage macroéconomique. Nous sommes en charge aussi des questions de statistiques, de la production de statistiques et de la diffusion. Nous occupons aussi de la production des comptes nationaux, ce qui veut dire l'évaluation du PIB, c'est sous la charge du ministère du Plan. Donc la conduite économique est quand même pas mal structurée et organisée aussi au ministère du Plan en partenariat avec les ministères sectoriels, les ministères du Budget, de l'Économie et des Finances et aussi la Banque centrale. Hein. Et le ministère d'abord, en arrivant, le changement opéré le 5 septembre, c'est que nous nous sommes dit, si la Guinée est encore à ce stade où nous pensons qu'elle pourrait être mieux, c'est qu'il y a eu aussi une question de planification qui n'a pas été bien assurée. Quels sont les outils de planification que nous avons? Qu'est-ce qui nous permet de mieux planifier et de suivre la mise en œuvre de nos politiques publiques? Pourquoi aujourd'hui la production minière n'impacte pas aussi bien les conditions de vie de nos concitoyens?
Et en tant que ministère du Plan, nous avons déjà engagé des réformes au niveau du secteur de la planification, donc renforcer les capacités à ce niveau, avoir des structures déconcentrées donc tout au long du territoire guinéen pour nous permettre de suivre la mise en œuvre des politiques publiques et ne pas rester que dans la capitale. Nous avons également amélioré notre système de statistiques nationales. C'est celle qui donne l'information, c'est celle qui permet aux décideurs de savoir qu'est-ce qui se passe en temps réel sur leur territoire, et c'est celle qui permet aussi d'évaluer l'impact de nos politiques publiques. Si nous avons un système statistique, un système national statistique défaillant, nous aurons des soucis à suivre notre développement. Et aujourd'hui, nous avons mis en place de nouveaux programmes. Nous avons lancé un recensement général de la population et de l'habitation. Nous avons également pu intégrer le programme régional qu'on a appelé le FASAO, qui est le programme d'harmonisation des systèmes statistiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est un programme financé d'ailleurs par la Banque mondiale. Je profite de l'antenne pour leur dire merci pour cet accompagnement qui était très attendu, parce qu'il nous permettra non seulement de former des ingénieurs en statistique, de mettre du dispositif infrastructurel pour cela, et de remettre en place des systèmes qui nous permettent d'avoir en temps réel les données adéquates. Et au niveau aussi de la coopération, nous étions dans un contexte où les partenaires avaient besoin aussi d'un meilleur accompagnement et, disons, d'une meilleure façon de les guider, de les orienter sur les priorités de la Guinée. Aujourd'hui, nous voulons mettre en place un cadre de concertation entre l'État et ses partenaires et de mieux rationaliser l'aide publique au développement. C'est-à-dire que lorsque vous venez en tant que partenaire coopérant en Guinée, que vous ayez une méthode d'intervention et que nous sachions que chaque intervenant intervient bien dans un secteur clé qui se situe dans les priorités du gouvernement et qui se situe aussi dans un programme cadre de développement global. Que cela ne se fasse pas, que chaque partenaire n'intervienne pas en silo. Donc nous avons restructuré ce domaine et mené une réforme pour la conduite de ces actions-là. En parlant de financement, en décembre 2022, le FMI vous a octroyé 71 millions de dollars pour amortir le choc de la crise alimentaire. Le concours des partenaires extérieurs pour financer votre économie est aussi important. Mais après analyse, quel type de recours de financement est-il approprié pour votre pays? Alors aujourd'hui, les pays s'entendent à dire qu'il faut revoir l'architecture financière globale. Nous savons que nous ployons sur le poids des évaluateurs de risque pays. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi l'accent est mis sur le système statistique national. Ils partent sur la base des statistiques qui sont souvent des fois pas les bonnes, et nous voulons disposer de statistiques crédibles qui nous permettent de renforcer cette confiance avec nos partenaires. Aujourd'hui, la Guinée est certes en phase d'expansion, disons de développement accéléré, mais nous faisons attention à notre structure d'endettement. Nous voulons que les partenaires qui nous accompagnent soient dans une dynamique de concessionnalité. Nous cherchons des financements certes concessionnels. Nous exhortons les partenaires aussi qui puissent accompagner nos secteurs privés à les accompagner de façon adéquate, à ne pas que les gens s'essoufflent sous le poids de l'endettement. Et nous aussi, comme je disais, nous diversifions les coopérations des pays amis qui accompagnent la Guinée, auxquels on ne dira pas suffisamment merci. Nous continuons à les exhorter à accompagner ce changement historique qui est en train de se passer en Guinée. Et j'ai souvent pour habitude de dire à nos partenaires qui passent me voir, je dis merci d'être aux côtés de la Guinée pour ce tournant décisif de son histoire, parce que vous la marquez. Et donc vous marquez vous-même personnellement votre histoire. Et donc aujourd'hui, nous faisons recours aux structures de financement, mais qui donnent des structures qui ne nous permettront pas d'être dans une contrainte sans fin au niveau du remboursement du financement. Madame Rose Boula-Prismou, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. C'était l'interview d'Africa 24. L'information continue.